Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Hey Matt, il est Matt là. qui vient nous rejoindre. Hello Matt, how are you doing? I'm great, how are you? Fine. Allez Gaël, c'était la J'ai petite... fait une petite Instagram. La petite Hello. photo Instagram. Hi. Thanks for being with us. We're really happy to have you on the show. It's really great. C'est bon, t'es bien compris Gaël. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. Très Tu peux bien. y aller, Gaël. You're beautiful, you're... Everything is fine. You can... Yeah, okay. So I'm going to do the question and translate briefly into French your answers for our French audience. A lot of people already know you. You are like a well-known player now in the cash game community and in the tournament community as well. So you have around 4 million of tournaments winning in life, but you're mostly known as a cash game player, high stakes player especially. So do you still see yourself mostly a cash game player, and what do you keep playing today most of the time? Yeah, most of my upbringing was through cash. Tournaments were always just an opportunity at kind of a bankroll booster as far as I saw. But I think now with the solver age being as strong as it is, tournaments are a lot more complex to find an answer to. So I may be putting more of my attention towards that in the future. Towards tournaments? Yeah. Mm-hmm. It's just one of those things where most cash games are going private, so it's difficult to get to play them anyway. And tournaments are more complex in nature, so I think that they have a longer shelf life. Ok. Non, je disais donc pour résumer que même s'il a 4 millions de gains en tournoi live, il est surtout connu pour être un joueur de cash game, spécialement sur les nosebleeds. Donc on l'a vu dans plein d'émissions de high stakes cash game. Et donc voilà, donc je lui ai demandé si aujourd'hui il se considérait toujours comme principalement un joueur de cash game et qu'est-ce qu'il jouait le plus aujourd'hui. Donc il a dit que ouais, effectivement, il a toujours été plus sur les cash games et que les tournois c'était plus un espèce d'une booster de bankroll côté, en fait, histoire voilà, un booster de bankroll à côté, ce qui était plutôt un nice booster de bankroll. Mais qu'aujourd'hui, il va plus se focus sur les tournois parce que c'est un jeu plus complexe et avec le développement des solvers, etc., il y a peut-être plus de choses à faire. Enfin, c'est ce qui l'intéresse plus aujourd'hui. Et surtout, comme les cash games sont de plus en plus privés aujourd'hui, ça devient un petit peu plus difficile peut-être de trouver des tables, de bonnes tables, quoi. Voilà. Going back to my questions. So what was your about the cash game? Like, it's something that we really like because we mostly interview tournaments players usually. It's more difficult to find cash game players. So what was your craziest or most surprising high stakes cash game session ever? Yeah, so I guess the craziest version of this was early in my high stakes career. I had about $500,000 worth of backing, about 25% of which I was on the hook for. And I got invited to a very big game. It was 1K, 2K. Wow. With a minimum. Yeah, so the minimum buy-in was 200,000. So basically half of what my backing was at the time. I ended up getting permission to just sit with all of it. So I sat with the whole $500,000. And I ended up cashing out for, I think, 1.85 million. Wow. Which was at that time my biggest win to date. Mm-hmm. Pretty nice. In Macau, or because I saw in your interviews that you had a really crazy session in Macau too? No, not Macau. Everything's been in Vegas. I've actually never been to Macau. This is all in Ivy's room at Aria. Ok. Non, je lui demandais un petit peu son souvenir le plus fou d'une session de cash game. Il disait que c'était au début où il jouait sur des tables de cash game, donc il était backé à hauteur de 500K, en gros, c'est ça. Et qu'il avait été invité à une très belle partie, c'était 1K, 2K, donc c'est à Vegas. Cave minimum 200 000. Cave minimum 200 000, donc finalement, c'était la moitié donc, de sa bankroll autorisée pour jouer, donc finalement, il a eu l'autorisation de tout mettre. Donc, il a joué pour tous ses 500K et il a cash à 1,8 million. Donc, c'était sa session la
la plus folle. And yeah, you created also like Solve for Why, a poker academy. That's a very interesting choice of words. So what really matters when it comes to learning poker? Yeah, I mean, the name is intentional. I just think poker is a microcosm of problem solving, and we're always well served to use root cause analysis. So coming from the lens of why does this problem exist and why do I want to solve it, often leads to more holistic solutions than if we were to just say, well, what is the problem and how can I solve it? Usually when you think that at that shallow of a level, you just end up with a Band-Aid. And poker is a very complex game. So if you say, for instance, I want to know how to play jacks better from under the gun. Well, the problem is you don't know how to play jacks. And the solution is you don't really arrive at anything, right? You just say, well, I'll play them slower, or I'll invest less money and hopefully lose less. But the truth of the matter is the actual why behind that is you don't know what a range construction is. And you don't understand how jacks interplays with aces and with ace deuce suited and jack 10 suited and all these other hands that you possess from your opening range at that position. So I really wanted to take a holistic approach where we started from root cause analysis and tried to distill people down to like one notable thing that they could change in the way that they think. Mm-hmm. Bon, alors c'est un petit peu compliqué à traduire. J'ai demandé parce qu'il a créé une académie de poker qui s'appelle Solve for Why. Donc je disais que c'était un choix intéressant de mots. Donc qu'est-ce qui était le plus important dans l'apprentissage du poker? Donc il a dit qu'effectivement il partait d'une approche différente en fait d'apprendre, de plus savoir pourquoi est-ce qu'on veut apprendre à jouer comme ça, au lieu de voir les choses d'une façon je veux juste mieux jouer, par exemple Pocket Jacks, je vais apprendre à mieux jouer dans certaines situations, et donc c'est difficile à traduire. Donc, au lieu après, il parlait de l'interaction des ranges, notamment qu'il fallait comprendre la construction des ranges. En fait, il est plus dans un apprentissage global. Il disait qu'il fallait, le but c'était d'essayer de trouver des... On t'a perdu, comment encore? Vas-y, ouais. Là, c'est bon là? Tu peux le refaire, c'est bon. Je disais, qu'il parlait d'essayer plutôt de trouver des heuristiques pour vraiment juste une situation, voilà. Très bien, tu as été censuré. On a entendu le début. Mais c'est incroyable. Ouais, plutôt comprendre comment les ranges interagissent entre elles, etc. De savoir pourquoi tu veux jouer de cette façon, une approche plus holistique du jeu. Donc, voilà, en gros, c'était ça, mais tu as été coupé comment donc, voilà. Désolée. And do you think that today, with all the learning tools that exist and that didn't exist like 10 years ago, GTO and everything, it's really easy to learn and find content everywhere. So is there maybe less place for creativity in the game today, and people get more stuck in concepts and learning things? So yeah. That's a really good question. The creative nature of No Limit Hold'em has never really changed or wavered. The fact that there's no limit to the amount you can bet is what allows for the creativity. The creativity comes from the complexity of the game. The reason why I think most people see it through a very black and white lens now is because these simple heuristics have been built through game theory that feel like a complete strategy. But the truth of the matter is they're just a sneak peek at the way we're supposed to think about complex problems. At the end of the day, we don't know anything, right? The machines are already a million times better than we are, and we're still just barely getting a glimpse at to how complex this game actually is. So the best in the world are incredibly creative in the way that they find solutions, in the way that they actually think, in the way that they apply. But to the outside viewer looking in, it may all just look the same. It just may look like they're very robotic and just doing exactly what they're expected to do. Mm-hmm. Non, parce que je lui demandais, est-ce qu'aujourd'hui, avec tout le développement de tout le contenu qu'il y a, le GTO, tout ce qu'on peut trouver qui n'existait pas il y a 10 ans, est-ce que finalement ça laisse moins de place à la créativité dans le jeu, et que les gens, quand ils apprennent le poker aujourd'hui, n'ont pas tendance à se laisser trop emporter par apprendre des concepts
et oublier toute la part créative du jeu, quoi. Et donc, il disait que c'était effectivement un concept intéressant parce que effectivement, il y a beaucoup de gens qui se laissent embarquer là-dedans, mais les meilleurs joueurs du monde sont des gens très, très créatifs. Et le jeu, de toute façon, le poker en lui-même, le no limit hold'em, avec le fait qu'on peut bet qu'il n'y a pas de limite, tout simplement, ça laisse la part créative du jeu, elle est toujours autant présente. Et donc, c'est ça qui est hyper intéressant dans le jeu et que les meilleurs joueurs, même si on peut penser que c'est assez robotique et que c'est très répétitif, etc., c'est les joueurs qui restent les plus créatifs. Donc, il ne faut pas oublier cette part-là du jeu, que ça reste un jeu créatif et que de toute façon, on n'arrivera jamais au niveau des robots qui existent. Nous, on a à peine un aperçu de ce qui est en théorie le meilleur jeu du monde, mais on n'y arrivera jamais. Donc, de toute façon, la créativité restera tout le temps là. Je ne sais pas si j'ai réussi à bien résumer. Oui, c'est bien. Yeah. In an interview for Poker Listing, you said that Solve for Why. Oh, sorry. You said that at Solve for Why, we saw a massive hole in the market where it's all dependent learning. People are very unwilling to be accountable. So what did you really mean by that? Everybody's looking for a system of some sort. And I think that that's kind of the trap at the way we've marketed what GTO, quote unquote, is. GTO isn't a system. It's a theoretical approach to a very complex problem. So it's just a way to think. People desperately want a how-to guide. They want charts. They want all of the mechanics just laid out before them so that they can become increasingly better. The issue is, if it were that simple, the game would cease to exist because no one would have an edge. Everybody would just be the same. They'd all be coloring within the same lines. Our methodology is more so to try to reframe the way that people think and approach these problems, and hopefully empower them to expand upon that as they develop a more complex strategy, because you're going to build this in layers. You know, you're going to get better at one thing and realize that you have a problem with another, and then you're going to tackle that. It's a never-ending process. Non, parce que je me demandais, il avait dit dans une interview quand ils ont créé Solve for Why, ils trouvaient qu'il y avait un espèce de trou dans le marché par rapport à un type d'apprentissage où on reprend un petit peu tout depuis le début et que les gens n'étaient pas prêts, les joueurs qui apprennent sont pas prêts à vraiment, comment on dit. En fait, les gens, dans ce qu'il a dit, c'est que les gens veulent une réponse concrète à chaque problème, en fait. Voilà. Et vu que le poker est un jeu tellement complexe, il n'y a pas de réponse. Tu fais ça. Ils veulent un peu du pré-mâché, quoi. Ouais, c'est ça. Ils veulent, voilà, donne-moi des ranges, donne-moi comment il faut jouer, comment ça il faut que je joue telle position, tel truc. Ils veulent voilà, qu'on leur donne tout le contenu et apprends ça et c'est bon, tu sauras jouer. Et en fait, c'est pas ça la bonne approche. Donc, ils vous ont voulu, eux, c'est ce qu'ils apprennent dans leur training poker, c'est de totalement revoir cette façon de penser-là pour, voilà, pourquoi jouer de telle façon, pourquoi faire ça et pas avoir du travail pré-mâché voilà, des règles édictées, c'est comme ça qu'il faut jouer, point barre, que c'est pas la bonne méthode et que beaucoup de gens ont cette approche-là quand ils s'intéressent au poker. Je sais pas si vous aviez des questions en plus par rapport à... Moi, je voulais lui demander un petit peu, parce que mon Solve for Why, dans quelle mesure il pense que le jeu exploitant a quand même encore aujourd'hui plus d'intérêt, sachant que personne ne joue GTO. Yeah, like how do you think the exploitative game today is still like really interesting, knowing that a lot and more people, like more and more people are interested in GTO. So what's the place of exploitative game today still? Yeah, so again, I think this is a misconception. Theory is just the baseline. Human application is always exploitative because we're not doing anything accurately or perfectly. So truthfully, it's more about a discussion of like, can you actually play exploitatively without knowledge of baseline theory? I think in practice, the answer is yes, but you don't know why you're doing what you're doing. So strategically speaking, in order to create an exploit, you have to know what you're deviating from. And that has to be the theoretically sound play.
Most people are incapable of that. Most people aren't that studied. So most people are just playing off of intuition. So then it becomes a question of how exploitative is our intuition? The answer is extremely, but how we actually derive EV out of that expected value and make money is now predicated upon our opponent's mistakes. So basically, our counter mistake has to be taking advantage of their original mistake. So we have to have some sort of like knowledge of where people err. And this is just pattern recognition in the live realm. It's why live poker is so incredibly soft. Non, mais vas-y, si tu veux traduire comment je comprends. Mais en gros, il disait que, encore une fois, c'est une Mauvaise compréhension. C'est mauvaise compréhension. Et puis que de toute façon, pour jouer exploitant, il faut connaître la théorie pour savoir comment on va dévier de cette théorie pour justement faire des exploits. Et si on n'a pas cette théorie, en fait, on applique bêtement quelque chose, mais on ne sait pas pourquoi on le fait. Et l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Clairement. Voilà. Ça, c'est souvent, c'est ça justement la mauvaise compréhension, c'est que on oppose très souvent les deux, alors qu'au final, les deux se complètent, quoi. Alors que le JPO, c'est la base technique, mais que de toute façon, on reste joué contre des humains. Donc, de toute façon, il y a toujours cet aspect-là qui prendra le dessus, en gros, et que apprendre le JTO, c'est juste apprendre une base pour ensuite jouer exploitant à un meilleur niveau, mais ça reste un jeu exploitant, en fait, de toute façon. Dans tous les cas, parce qu'on ne joue pas contre des robots. J'ai une question pour lui, Gaël. Est-ce que tu peux lui demander, là, j'en parlais tout à l'heure, on en parlait dans la partie technique, on a fait une main de la nouvelle saison de High Stakes Poker. Est-ce qu'il a été contacté? Est-ce qu'on va le voir dans le show dans les saisons suivantes? Est-ce que c'est un truc qu'il aime, ça, tu vois, du cash game télévisé comme ça? Est-ce que c'est un truc qui lui plaît? Yes, I was just wondering if you're going to be in the next seasons of High Stakes Poker shows. When are we going to see you again? I hope so. I'll be on Poker After Dark, I believe, in the next week or two. So whatever the next season of that is, I'll be filmed. I'm not sure when they're filming the next season of High Stakes. I would love to be involved. Just a matter of getting the invite. And I'm not sure if I'm on the short list or not, to be honest. So yeah, I mean, in some regards, it's just chance. You just have to be lucky enough to be invited. Okay. Yeah. Non, il espère être dans les prochaines saisons de High Stakes Poker. Il n'a pas encore reçu d'invitation. Il n'est pas s'il est dans la shortlist ou pas, mais après, c'est un peu une question de chance. Mais en tout cas, il est dans Poker After Dark bientôt, qui devrait être dans 1 ou 2 semaines. Donc, on le verra là déjà. And yeah, to go back on your career, you made the documentary Dead Money about how you prepared for the Super High Roller Ball in 2016, the 300K Super High Roller Ball. Because even if you were a regular in the High Stakes cash game, you were kind of the outsider for this type of event. So was it a really big challenge for you? Was it like one of the biggest moments of your career? Definitely at the time. It feels a little bit less so in hindsight, just because there have been so many high roller tournaments since then, and I just haven't really played them. But at that point, it was a big resume booster for me. It was an accomplishment for something that I knew I went into as an underdog. So yeah, there was a sense of pride in, kind of calling my shot a little bit and following through. Non, parce que je lui demandais, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire qui était sorti sur PokerGo, Dead Money, en 2016, donc sur toute sa préparation plusieurs mois avant le Super High Roller Ball qui était à 300K. Parce que même si c'était un régulier des tables de cash game High Stakes, c'était un petit peu le challenger pour ce type d'event, dans ce type de field-là. Donc, personne ne l'attendait vraiment. Et donc, pour lui, c'était un des plus grands moments de sa carrière à ce moment-là. Clairement, pour son CV en tant que joueur, c'est un gros boost voilà, pour la renommée, pour plein de choses. Donc, c'était un des plus gros challenges à ce moment-là. Il dit, depuis maintenant, il y a eu des tas de super high rollers depuis 2016. Donc, ça a un petit peu moins d'importance aujourd'hui qu'à l'époque. Mais que ça avait été vraiment un grand moment, personne ne l'attendait. Et puis, du coup, il avait aussi fait la table finale pour 1,1 million de dollars de gains. Donc, il s'en était pas mal sorti. Yeah, and about like the poker news today, you made a funny tweet recently about like all the Twitter wars that are... The dramas. Poker like dramas.
Yeah, you said like, I think it's time we as a community all band together for the sake of solidarity and stop with the proverbial dick measuring contest. So what's your thought about all the recent poker like feuds and challenge that happened, like Duke Bolt, Negreanu, Chance Cornet, Spider Halls, like even you, that Duke Bolt also tried to challenge you, I think, but you didn't respond. So like, is it really like, what is happening? It seems like everything's getting out of control recently. I just think you see this in competitive male-dominated fields. And it's fine when it's done in the spirit of competition, but it's turned into some sort of mudslinging contest. I don't know. I grew up an athlete my whole life. I've been in a bunch of locker rooms. It's not the most, I guess, prideful behavior that you see in those environments. And now that it's kind of spilling over to Twitter, it's just, to me, it's not the best representation of our community. I'm all for these challenges. I love the idea that there are so many people willing to throw down the gauntlet and play. But I think the whole idea of, you know, bashing one another or dragging like high profile names through the mud, it's just a little much. And more importantly, to me, it demeans those with a platform. Like, I love Daniel, but like when you have that big of a following and you spend your days tearing down a peer in Phil, who, yes, is, you know, obnoxious to his own right, but he's very accomplished. You just can't take that away from him. To me, it just like creates a very toxic environment that is just seemingly born out of insecurities. Mm-hmm. Non, parce que je me demandais un petit peu sur nos opinions sur, c'est vrai que ça semble un petit peu, enfin moi c'était mon point de vue que c'est un petit peu hors de contrôle là, tout ce qui se passe dernièrement sur Twitter. C'est ça, hein, Twitter, c'est totalement parti en cacahuète. Hein. Voilà, donc là il y a eu d'abord les challenges, il y a eu Chance, maintenant il y a Fedor, il y a Duke Bolt qui s'en prend un peu à tout le monde en disant que tout le monde est nul. Phil Hellmuth, Negreanu maintenant aussi. Negreanu, Phil Hellmuth, et donc Duke Bolt, il avait aussi essayé de faire un heads-up contre lui, mais il n'a pas voulu répondre à ses attaques sur Twitter. Donc il a dit, je trouve que donc il a fait un tweet il n'y a pas longtemps pour dire, je pense que ce serait bien qu'en tant que communauté, on se réunisse maintenant tous comme des adultes et qu'en gros, on prenne réellement la mesure de nos bides, quoi. En gros, c'est ça, tu vois. Bon, pour faire un petit peu se moquer un petit peu tout le monde en disant ça devient juste une bagarre de coq, tu vois, un peu. Et donc, il dit que c'est pas très bon pour la représentation du poker en général, que ce qui est dommage, surtout avec les réseaux sociaux, c'est toujours bien qu'il y ait des challenges qui se fassent et qu'il y ait des... Voilà, qu'il y ait des challenges, qu'il y ait des gens qui se défient en heads-up, etc. Mais quand ensuite ça part dans des extrêmes à juste voilà, se dénigrer sur Twitter et partir dans des trucs d'égo comme ça, c'est vraiment dommage pour l'image du poker en général, que ça rend un peu service à personne. Et il dit surtout venant de personnes qui ont vraiment un public. Donc il dit, je pense par exemple à Daniel Negreanu qui est suivi par énormément de gens. Et c'est dommage que quand tu as un espace comme ça pour parler, que tu passes tes journées à dénigrer quelqu'un comme Phil Hellmuth par exemple, qui même si effectivement c'est quelqu'un de très chiant et qu'il n'apprécie pas spécialement en tant que personne, mais on ne peut pas lui enlever son palmarès. Voilà, c'est un peu dommage d'en arriver à des choses comme ça quand on a une plateforme pour parler et qu'on représente la communauté du poker. Yeah, you recently also launched Above the Felt Entertainment with lots of big names like Chris Moneymaker, Jamie Kerstetter, Darren Elias. So it seems to be like a marketing agency for poker. It's kind of new. Can you explain us like what's your goal with that? Yeah, so to be clear, it's actually not my business. It's Tom Wheaton's, the founder of Faded Spade. I'm just one of the team members like Darren, Jamie, and Chris. But yeah, he has a corporate marketing background, so I think he has a leg up. And largely speaking, in this community, there isn't really a third party that is fighting for the players and doing anything to like promote and bolster the best and brightest in our community. So I think that's Tom's mission. And more specifically, I think his broader goal is to align the more intelligent
well-spoken people from poker and introduce them to more of the corporate world. When we take a look at somebody like Annie Duke, who is a very proficient public speaker now in the corporate space, making 7 figures a year as a speaker and an author, and she's not even on good standing from the community by which she came, it really shows that like we've dropped the ball as a community as a whole. We have a lot of insanely intelligent people who could be massive contributors to the rest of the world if just given the opportunity. So to see Annie Duke out there doing that instead of like an Ike Haxton or Jason Kuhn or Phil Gelfond or anybody else that you want to list, it really demonstrates that like we have our priorities a little bit misaligned from a community standpoint as a whole. And I think Tom's mission is to kind of bridge those two areas together. Non, parce qu'en fait, c'est une espèce d'agence marketing créée pour mettre en avant des joueurs de poker. En gros, c'est quelque chose qui est assez nouveau. C'est pour créer une espèce de troisième partie en fait dans le poker, parce qu'il dit le problème dans ce milieu, c'est qu'on a énormément de gens talentueux, énormément de gens très intéressants et intelligents, mais qui ne sont pas suffisamment mis en avant à leur juste valeur. Quand on voit des personnes comme Annie Duke, par exemple, qui n'est pas du tout représentée, enfin, on la connaît, mais qu'elle n'est pas... oui, surtout, elle n'est pas appréciée de la communauté poker. Dans la communauté du poker, alors qu'en dehors, dans le monde du business, elle gagne, voilà, elle a plus d'1 million par an, elle fait des conférences et des trucs, et donc tu te dis pourquoi quelqu'un qui est comme ça, qui est aussi intéressante et qui est autant demandé dans le milieu corporatif à côté, et dans le poker, pas du tout. C'est qu'on a peut-être un petit peu mal placé notre barre d'estimation des joueurs, en fait, qu'il faudrait peut-être enfin, je sais pas comment expliquer, qu'il faut peut-être un petit peu remettre les choses à leur place. L'église au milieu du village. Voilà. Et plus focus sur des gens intéressants qui ont apporté quelque chose à cette communauté. Donc en fait c'est plus comme ça pour une espèce de, tu vois, dénicheur de talent en fait, si on peut dire ça comme ça, et pour ensuite voilà, mettre des gens comme ça plus en avant et faire des promotions et voilà, essayer de faire quelque chose de plus professionnel avec la communauté du poker en gros. Je ne sais pas si vous aviez des choses à demander aussi par rapport non, je veux savoir s'ils suivaient quand même un peu les challenges. Là, le challenge du moment, c'est Limitless contre Fedor, savoir s'ils suivaient un petit peu. Yeah, I was just wondering if you still like follow like this kind of challenges, like for example, right now Fedor and Limitless. Like, are you interested by that, and do you look at it? Yeah, I think that anything that moves the needle in the community is worth my attention for sure. I think the results are a little bit surprising with Fedor Yes. and Limitless, but to the same end, you know, Fedor he's just pretty sharp. So I don't really think he's going to take on a losing battle. And I also think he's just had more time to study for Limitless than vice versa. I think that Victor is probably just playing his normal game, and Fedor is probably going off of a lot of very precise study from hands that Limitless has played in the past versus other high stakes regs. Ouais, non, il trouve que le résultat est un petit peu surprenant pour l'instant, mais que ouais, Fedor, c'est quelqu'un de très intelligent et qu'il a certainement plus préparé, affiné son jeu, tandis que Limitless, peut-être, il joue plus son jeu habituel, et Fedor s'est plus adapté. Il a eu plus de temps pour étudier peut-être son jeu, en fait. And yeah, you've been in the poker industry for like almost 16 years now, which is a long time, especially for poker. So as a player and as an entrepreneur too, because you have a lot of things going on, you have also like a podcast, the vlogcast that you have, and everything like, so what's the impact you really want to leave on the poker community? What are the things you're trying to change? Yeah, I would hope that I would have some sort of impact on a cultural shift where we move a little bit away from the idea that this is a zero-sum game where every man is out for himself. I think that there's a lot to be said about an environment that cooperates, and you know, they're just, sure, the actual game itself is zero-sum, but there are a lot of ways to make this positive-sum, be it through content creation, through community, through
lateral or vertical moves based on opportunities that were created through networking. I would like to have some sort of ability to highlight how important the game has just been in my life in that regards, and how much of an opportunity it is to kind of grow and become a better problem solver and add some value to the world by getting good at this game, rather than just seeing the game through sheer and utter dollars. Non, je lui ai demandé parce qu'il fait plein de choses maintenant, ça fait plus de 16 ans qu'il est dans le poker et donc en tant que joueur, à la fois pour sa carrière personnelle et en tant toutes les choses qu'il a créées, parce qu'il a aussi, des podcasts où il parle beaucoup de la mentalité autour du poker, donc il a créé son académie de poker, il est dans plein de projets aussi autres. Donc quel impact il voulait laisser dans le poker et qu'est-ce qu'il aimerait changer en fait. Et donc il a dit ce qu'il aimerait réellement avoir comme impact, c'est plus on voit trop le poker comme un jeu très perso où on gagne de l'argent et point, c'est tout en fait. Et que en fait, ça peut être quelque chose de très, au contraire, créer une vraie communauté, qu'on peut réellement créer beaucoup de choses autour de ça. Et que le poker aussi permet, et c'est aussi, apprendre le poker, ça permet aussi de résoudre plein d'autres problèmes de la vie en général. C'est quelque chose qui peut être très utile pour plein de situations dans la vie et que c'est pas juste jouer, gagner de l'argent, point, truc perso et ça s'arrête là. Et donc c'est ça qu'il aimerait essayer d'inculquer un peu, de créer quelque chose où les gens partagent plus ensemble, créer plus de, pas forcément de contenu, mais une façon de créer plein de choses autour du poker et pas que simplement un jeu qui tourne autour de l'argent et qui s'arrête là. Parce que c'est un jeu où il y a énormément de choses à apprendre, qui nous apprend surtout quoi, en fait. Donc en gros c'est un peu ça. And yeah, like overall, after all this time, like what are the things you're the most proud about on your career? Honestly, as simple as it may be, being in this community for going on 19 years, I think I'm probably most proud of my reputation as a whole. It should be completely unscathed, and in a community where your word is everything. We exchange thousands, sometimes hundreds of thousands of dollars just on a sheer vouch. I think that is, just having my integrity intact in a community that offers every opportunity for you to compromise your virtues to make a little extra money is probably the thing that I'm far and away most proud of. Mm-hmm. Non, je lui demandais donc sur toute sa carrière qu'est-ce qui le rendait le plus fier au final quand il regardait derrière lui. Donc il dit ça fait 19 ans maintenant qu'il est dans le poker et ce qui le rend le plus fier c'est vraiment d'avoir gardé son intégrité. C'est que sa parole vale quelque chose aujourd'hui, qu'il soit respecté parce qu'il dit en 19 ans avoir pu garder comme ça cette intégrité-là et la bonne image qu'il a dans le milieu du jeu alors que c'est quand même un univers qui met tout en place pour un petit peu te corrompre, quoi, très facilement. Donc, il a réussi à garder cette image intègre jusqu'aujourd'hui. C'est finalement ça qui le rend le plus fier, aujourd'hui, quoi. And about integrity also, you were playing because we talked a lot about that Mike Posel scandal. So you played a lot with him. So what's the latest? What's happening today? We were following a little bit. So what's the latest development? Yeah, no updates. He filed a lawsuit against all of us that kind of investigated him as a community, and then withdrew it. So nothing really ever came of that. Oh, he withdrew it? To my knowledge, yeah. He didn't serve us in the allotted time. And I know his lawyers fired him. So he's just kind of out on the lam. Myself and Phil Galfond were trying to put a system together where we could pull every hand that he ever played on live stream and basically create a database out of it that would give us some statistical analysis just to demonstrate how obvious it was that he was cheating. We've hit some snags, so I'm not exactly sure where we're at on that project, but I do think it's feasible. It's just like less of a concern now that we're not being sued. Yeah. Non, parce qu'il avait été concerné par l'affaire Mike Posel, puisqu'il avait pas mal joué justement dans cette partie de high stake contre lui. Et donc Mike Posel, le dernier développement, c'est qu'il avait lancé des poursuites judiciaires contre eux,
qu'il a On en retiré. avait parlé à Véronique Abril qui avait raconté. On avait eu dans l'émission, et donc finalement qu'il a retiré sa plainte. Ils avaient commencé avec Phil Galfond aussi, on en avait parlé avec un invité qu'on avait eu aussi pour revoir absolument toutes les mains qu'il avait jouées pour créer une base de données et pour prouver que c'était vraiment impossible statistiquement qu'il ait joué sans tricher. Et donc il y a certaines données qui sont visibles maintenant, mais c'est vrai que c'est devenu un petit peu moins important depuis qu'il a retiré sa plainte. Donc voilà, c'est juste au point 0, il a retiré sa plainte et en gros voilà, il en reste là quoi. Ok. Voilà. Eh ben, il s'en sort pas mal quand même. Ouais. Yeah, I think he's having it's still like good for him. Like he's not having anything against him. Like it's kind of crazy. But and for the last question, how do you see? Because you've been in many different shows, how do you see the future of entertainment of poker? How do you see its evolution? It's a great question because we're long overdue, I should say, for something to change as far as poker entertainment goes. The old way just isn't cutting it anymore. It's too slow. The viewer is just too removed from the action. I think that those shows like High Stakes and Poker After Dark will always have a special place in our heart. So we'll always tune in. But something new has to occur. And I'm not exactly sure what that innovation is. I hope it's something like Poker Out Loud, like what we developed. I think that there is a lot of opportunity for a large platform to pick up this concept. It's just, at some point we have to lean into the strategic aspect of poker, right? Chess did it. Eventually they realized like people are just intrigued by seeing incredibly skillful humans logic out a problem. And so they've leaned into that. They don't shy away from the fact that it's a complex game, and they don't shy away from the fact that the people playing are extremely intelligent. And I think Poker Out Loud kind of demonstrates that. If you can literally hear the thoughts of what a person is going through in real time, you begin to understand a little bit better of the human condition whenever they're placed under pressure for reasonable sums of money. And I think that that's the next layer that people care about, because no one cares about the actual amount of money any longer. It's not, you don't have the same wow factor you used to when $1 million changes hands. People are just, kind of agnostic to it. They're very apathetic because it's an amount of money they can't relate to any longer. It's a little bit like what Winamax is doing. I don't know if you already saw dans la tête d'un pro, je pensais, parce que c'est un petit peu, ça rejoint exactement ce truc-là. It's a French show made by Winamax, so it's inside a pro head, which they explain like what's happening inside their head, why they're playing, and why the choices and all the feeling they have at the moment, everything. So it really has a lot of success in France. So it's exactly like kind of what you were talking about. That makes sense. Non, parce que je me demandais un petit peu comment est-ce qu'il voyait, parce qu'il a été dans plein déjà d'émissions de poker, donc comment est-ce qu'il voyait le futur des shows de poker, un petit peu comment va être l'évolution de l'industrie du poker. Et donc, il disait qu'il fallait vraiment changer des programmes traditionnels qu'on avait l'habitude de voir. Il dit par exemple Poker After Dark ou toutes les émissions de High Stakes Poker, ça aura toujours une place spéciale pour les gens parce que ça reste des shows amusants que les gens aiment regarder, etc. Mais qu'aujourd'hui, c'est plus tellement l'argent qui est important quand les gens regardent des shows poker, et c'est plutôt ce qui se passe dans la tête des joueurs, et que c'est plus vers là qu'il fallait orienter l'industrie de l'animation poker, vers plus des émissions comme ce qu'il fait aussi, il propose Poker Out Loud. Donc, ça, c'est énorme. Je ne sais pas si vous connaissez le concept, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais... Non, vas-y, dis, raconte. En fait, le concept, c'est qu'ils ont tous un casque. Et en fait, ils donnent leur processus de leur thought process pendant la main. Leur thinking process pendant la main à vote. C'est génial. C'est comme si on avait fait ça cet après-midi avec un casque, quoi. C'est ça, en fait, ils ont un casque et du coup, ils peuvent parler à voix haute et donner c'est génial. Ouais. Ça me rappelle une série Limpers qui date d'il y a très longtemps, où ils s'étaient tous joués à la table et après ils avaient tous fait une vidéo chacun
de leur côté en expliquant leur process. Ouais, ça, mais là, alors qu'ils sont l'un en face de l'autre, enfin, tu vois, ils sont... Ah, je vais regarder ça, trop bien. Donc, regardez, ça s'appelle Poker Out Loud. Et donc, il y a pas mal, c'est la 2e saison maintenant, je crois. Et donc, voilà, c'est plus vers des émissions comme ça qu'il faut s'orienter parce que les gens, ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est plus, voilà, parce que voir des joueurs de poker jouer, au-delà de l'aspect financier, de l'argent qu'ils vont gagner, c'est plus ce qui se passe dans leur tête, parce qu'il y a beaucoup de gens énormément très talentueux, très intelligents, et que c'est plus ça qui intéresse le public aujourd'hui. Je pense que là où je suis totalement d'accord avec lui, c'est tu peux lui poser ça comme dernière toute question. Moi, je pense qu'en fait, maintenant, les gens, ils veulent être comme dans les jeux vidéo, ils veulent être au cœur de l'action vraiment. Et que le poker, en fait, je crois qu'il l'a dit d'ailleurs, c'est trop lent en fait, quoi. Il se passe une action toutes les 30 ou 30 secondes ou une minute, alors que dans le jeu vidéo, tu as une action toutes les secondes. Tu vois. Tu as besoin d'être au cœur. Est-ce que justement s'inspirer de l'e-sport, c'est pas le futur du poker? Yeah, he was saying because it's really like similar to what video games are today. People are really interested by video games because it's so fast. So like you understand, like to know what they're thinking, what they're doing. It's like the action is way faster. So does like maybe poker has to get inspired by the esport industry today and tend in that direction instead? Yeah, I definitely think that there needs to be some sort of crossover between esports and poker. I don't know what that necessarily is, but the fact that their market is somewhere between 100 and 1,000 XRs just means that we're missing something, right? Obviously, video games have the aesthetics that poker does not, and that lends itself to just a wider audience, right? Anybody can pick up a controller and play. And it's very visually stimulating the whole time. Poker isn't really that, but that doesn't mean that there isn't enough overlap that we shouldn't be capturing some of that market share. Non, il dit c'est sûr que par rapport à ce qui manque dans le poker par rapport à l'univers des jeux vidéo, c'est l'aspect visuel. Ça restera toujours moins captivant visuellement qu'un jeu vidéo où voilà, tout le monde peut participer, tout le monde peut arriver et comprendre ce qui se passe. Mais que clairement, il faut aller plus vers quelque chose qui s'inspire de ça parce que quand on voit les millions de gens que ça draine, le milieu du e-sport et des jeux vidéo, clairement, on se dit qu'on rate quelque chose dans l'industrie du poker par rapport au public qu'il y a dans le jeu vidéo versus le public du poker et qu'il faut vraiment, il ne sait pas trop comment s'inspirer, mais aller plus vers quelque chose qui va se mixer avec le milieu du e-sport. Ouais. C'est plus là-dedans qu'il y aura le poker voit son futur. Quoi. Ok. Bah, écoute, très bien. Yeah, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Matt. So good luck for everything. I don't know, like I guess you're playing a lot now in Vegas again. That you go a lot to live tournaments and like cash games. So we're starting to, yeah. Yeah, because in Europe it's like everything is still really dead. Yeah. So it's always cool to see people being able to play live. So thank you very much for everything, and yeah, we hope to have you on the show again soon. We're gonna follow what you're gonna do in the poker world, and thanks. It was really great. Thank you very much. Thank you guys. Thank you very much, Matt. Bye, Thank you guys.